Le Cap, décembre 2018. Lorsqu'elle atteint enfin la métropole sud-africaine, The Ocean Mapping Expedition clôt une longue année commencée aux Philippines, quelques 20 000 kilomètres plus à l'est. Éprouvé par sa traversée de l'océan Indien mais toujours vaillant, une grande voile déchirée mais bientôt remplacée, Fleur de Passion ne s'en laisse pas compter et aborde comme il se doit cette nouvelle escale. Au cœur de la ville la plus méridionale du continent africain, dans le quartier portuaire et touristique de Victoria et Alfred Waterfront, l'expédition est attendue pour 2 mois de rencontres, d'échanges et de partage, comme à chacune des étapes qui jalonnent son tour du monde sur les traces de Magellan. Tandis que le voilier s'amarre en douceur au ponton qui lui a été assigné, la silhouette caractéristique de Table Mountain et de Lion's Head forme à l'arrière-plan le décor naturel et ô combien spectaculaire d'une escale qui s'annonce haute en couleurs. On va prendre le même endroit. Le Cap est l'une des dernières haltes majeures avant le retour de l'expédition à Séville, prévue en septembre 2019. Plusieurs semaines durant, une foule de visiteurs de tous âges et de tous horizons, sud-africains comme touristes de passage, se pressent pour découvrir le voilier et l'exposition Notre île aux épices, installée dans une petite bâtisse à proximité immédiate du bateau. Ce jour-là, ce sont les amis de l'Aquarium du Cap qui sont accueillis à bord, en 2 groupes, tant l'affluence est grande. So we were talking about mapping the human impacts in the ocean, trying to look at the marine pollutants. Sur le pont, petits et grands écoutent avec attention les explications de Yaisa, la coordinatrice scientifique. Specifically, we use this net for microplastic sampling. It's not just an environmental problem, but it's also a health problem. La biologiste marine détaille les programmes scientifiques menés dans le cadre de l'expédition et présente les équipements servant à la cartographie de la pollution microplastique ou sonore des océans. That we use it when we are sailing or when we are at anchor, and we try to record as much time as we can in order to have a map of these noise pollution levels and also sounds in the ocean. Autre moment fort de la visite, les récits de la vie à bord et l'explication des manœuvres qui se font toutes à la main, de jour comme de nuit et par tous les temps. De toute évidence, cette manière de naviguer à l'ancienne marque les esprits. Have like 6 hours of sleep, and then again from 6 to 9 we will have to be here driving the boat. L'occasion par excellence. Par un après-midi tourmenté de janvier 2019, l'ambiance se fait plus solennelle. L'expédition a les honneurs d'un conseiller fédéral en la personne d'Ignacio Cassis, en visite officielle en Afrique australe. I would like to express to you, Mr. the Federal Consular, the immense honor represented by your visit on board this afternoon. Devant la communauté suisse réunie en cette occasion inattendue, le chef du département fédéral des affaires étrangères salue une expédition qui témoigne d'une Suisse maritime et aventurière, soucieuse des enjeux de son temps. For this last leg of your expedition, I wish you the best and good winds in your sails. Le 28 février, par un jour laiteux, Fleur de Passion quitte le Cap après 2 mois et demi d'escale, dont 1 mois de chantier de maintenance, et entame sa remontée de l'Atlantique Sud en direction de Dakar. À bord, 4 mousses du programme socio-éducatif Jeunes en mer sont de la partie. Le pied encore peu marin, mais l'esprit déjà tourné vers le grand large. Avec leurs 2 accompagnateurs et l'équipage, ce sont 11 personnes qui s'apprêtent à vivre l'étape la plus longue de toute l'expédition depuis son départ de Séville 4 ans plus tôt. 28 jours de mer sans toucher terre. En route, l'expédition franchira l'équateur pour la 4e fois depuis le début du tour du monde.
Le nouveau jeu de voile fabriqué et installé en Afrique du Sud nécessite encore quelques réglages. Et sur une mer relativement calme, c'est Camille, le second, qui peaufine la mise à poste de l'artimon, sous l'œil vigilant du skipper et du chef de quart. Bientôt, c'est le grand large. Et passé les premiers jours d'amarinage, le rythme des quarts s'installe avec ses moments propices à la contemplation. À la barre des 100 tonnes du voilier, Ilona, 17 ans, le regard concentré sur les instruments et son cap au nord-ouest, maintient le bateau à bonne distance du golfe de Guinée. Après les Philippines, la région est un autre point chaud sur la route de l'expédition en matière de piraterie. Mieux vaut l'éviter. Pour l'heure, le bateau profite des airs favorables qui le poussent vers sa prochaine escale. Mais les bonnes faveurs d'Éole ne vont guère durer. Là, on était près du cœur de Santicyclone à un moment, puis là, on est en train de s'en éloigner pour aller vers l'équateur. Dans la zone entre les deux anticyclones, tu as l'équateur. C'est une zone où il y a peu de vent. À mesure que le voilier se rapproche de l'équateur, les vents faiblissent et les voiles faseillent sous un soleil chaque jour un peu plus fort. Dans la moiteur tropicale, sur une mer d'une platitude affligeante, des ateliers nœuds s'improvisent entre marins aguerris et néophytes. Du plus basique au plus sophistiqué, chacun y va de son savoir. Le gréement, parfois, se transforme en agrès. Et quand la moiteur se fait vraiment trop insupportable, la délivrance prend la forme d'une bonne douche de pont à l'eau de mer, collective et rafraîchissante. Sur une mer parfois d'huile, l'autre manière de passer le temps consiste à laisser courir une ligne de traîne à l'arrière du bateau. Sans grand succès, le mot est faible. Le long des côtes africaines, les eaux qu'on aimerait croire poissonneuses semblent avoir été vidées de toute vie, ou quasiment. Le constat est accablant et illustre le pillage des océans, loin des côtes et de tout contrôle. Dans cette immensité en sursis, les seules créatures rencontrées sont des dauphins qui, par un petit matin, fondent sur le bateau par tribord. Bientôt, ils sont toute une joyeuse bande à s'ébattre devant l'étrave, offrant leur spectacle dont on ne se lasse pas, hypnotique et émouvant. Magnifique réconfort quand partout, la nature semble sur la défensive. Bientôt, c'est l'arrivée dans la capitale sénégalaise. C'est à cause qu'on a sorti avec un peu de retard de Cape Town, il a été impossible de s'arrêter à Sainte-Hélène. L'histoire était d'arriver à temps à Dakar. Le commencement était prévu de nous arrêter à l'île de Sainte-Hélène pour faire une petite pause de 3 jours, 4 jours à Sainte-Hélène pour se reposer un peu, et bon, prendre
ravitailler un peu le bateau de fruits et légumes. À cause de cette retard, bon, on a décidé de ne pas s'arrêter à Sainte-Hélène et de faire une navigation directe à Dakar. Et ça a été un peu comme une petite régate. Normalement, une navigation comme ça peut prendre bien 5 semaines, mais on était un peu obligé à faire ça en 4 semaines. Hein, ça, c'est ce que j'ai dit. Et à la fin, on l'a fait. Dès qu'on sera en eau calme, on va le jeter là. On remettra tous les parlatages. En total, exactement, on a fait 3847 milles, hein, sans arrêt. On a perdu terre de vue après 4 heures de sortie de Cape Town. Et on a vu terre une autre fois 4 heures avant d'arriver. Alors c'est pas mal. On a fait la plus longue navigation de tout ce tour du monde. Alors Stéphane, content d'arriver? Une fois on a croisé l'équateur, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Ça coupait le chevaux à zéro, alors a été un peu rigolo. Et vraiment j'ai profité, parce qu'on a croisé l'équateur vraiment, ça a été à 12h30, 12h35 de la nuit, et j'ai profité pour prendre une petite douche d'eau de mer, que c'est où l'eau de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord se mélangent. Ici sud, à 2 degrés, 0, 0, 0, 0, on est ok. Tu peux voir ici la nuit entre le 28, 03, le 20, 03 et le 21. Ici, on a croisé l'équateur parce qu'on a passé de 0010,6 sud. Ça c'est à minuit. Il y a 3 heures, on était à 003,2 minutes nord. Quand tu fais une navigation longue comme ça, tu dois vraiment gérer très bien la nourriture, l'eau, très important, et aussi l'énergie, l'électricité à bord. Ça c'est très important. 11 personnes à bord pendant 1 mois, vraiment tu dois bien gérer ça. On avait une bonne équipe, tout le monde a compris ça du commencement de la traversée, alors ça marchait très bien. On avait à bord une bénévole, Irène, qui a géré un peu toute la nourriture et a été incroyable. C'est la première fois qu'on arrivait avec un peu de légumes frais à Dakar après 1 mois de navigation. Un jour avant d'arriver, j'ai mangé une tomate. Et je pense que ça c'est la première fois, et j'ai fait beaucoup de navigation océanique, c'est la première fois qu'après une navigation assez longue, j'ai fini avec un peu de légumes. J'ai mangé ça comme petit déjeuner, mais a été un petit déjeuner excellent juste avant d'arriver. À Dakar, dans l'enceinte de l'arsenal militaire où le bateau est exceptionnellement accueilli, de nouveaux visiteurs découvrent l'expédition. Comme au Cap, sous la conduite de l'équipage, des écoliers s'initient à la manœuvre, dans la joie et l'excitation de la découverte. Ça correspond au bout du filet qui a filtré toute l'eau de surface. Autour de la table du carré, ils découvrent les thématiques environnementales et les aléas de la navigation en haute mer, en compagnie de Tamara, l'éducatrice du bord.
qui s'annonce, on va essayer de la détourner. C'est-à-dire qu'elle va voir dans quel sens elle avance, et si elle vient sur nos chemins, eh ben on va décider de changer un petit peu notre chemin, même le rallonger pour essayer de la contourner au maximum. Dans la capitale sénégalaise, l'expédition a aussi rendez-vous avec ses partenaires scientifiques du programme The Winds of Change, de monitoring des gaz à effet de serre à la surface des océans. Le professeur Daniel McGuinness et la docteure Daphné Donis de l'Université de Genève sont venus spécialement pour installer un nouvel équipement à bord. Un analyseur d'isotopes qui permettra de distinguer la source, naturelle ou anthropique, des concentrations de méthane et de dioxyde de carbone que le bateau cartographie déjà en permanence. L'équipement de haute technologie doit être installé dans l'espace de stockage sous le pont, à l'arrière du bateau. C'est là que sont déjà installés l'analyseur de gaz à effet de serre, mis en place aux Philippines fin 2017, et l'équipement de recueil et de transmission des enregistrements sous-marins du programme 20 000 sons sous les mers sur la pollution sonore. Oui, on a installé cette machine, cette équipe à l'arrière du bateau, qu'on appelle le cochon, mais c'est un endroit qu'on utilise pour garder toutes les choses qu'on utilise au chantier, comme la peinture, le papier à verre, le bout, toutes ces petites choses. Alors elle était vite un petit bordel. Hein. Et ce qu'on va faire ici, c'est d'essayer de trouver un endroit pour installer, pour mettre le nouveau Picarro. Et maintenant, le cocon, après 4 ans de navigation, il est plein de choses. Alors, bon, on doit bouger un peu tout, mais on verra. On ne sait pas encore. Avant que l'installation ne commence, il faut en passer par un peu d'activité physique. En compagnie de Perret, Amélie, la skipper qui prend le relais depuis Dakar, entreprend de vider le coqueron pour trouver une place au Picarro. Ici, le problème que je n'aime pas beaucoup, c'est qu'il tombe de l'eau. Ici, c'est un peu plus protégé, mais là-bas, non. Là, ça vient du marne ici ou ça vient oui, c'est difficile. C'est un peu partout, ouais, et tout. Il y a un peu partout. Pour cette navigation, j'ai mis beaucoup. Pendant ce temps, sur le pont, nos 2 scientifiques parcourent la notice d'utilisation. The first thing we'll put everything in place and then we'll start to connect. Et quand enfin un espace a été dégagé, la mise en place débute à la lumière des frontales. Non. Il y a quelque chose qui ça marche. C'est américain? I think this is American. Okay, then. Okay. So I also had to buy a special toolkit. À l'heure du bilan après les premiers tests, la satisfaction est de mise. Tous les efforts consentis pour installer le nouvel équipement n'ont pas été vains. Au commencement, on avait un peu de problème parce qu'il paraît que quand il démarre, il doit faire le vacuum, il doit vider complètement un compartiment qu'il y a. Il a pris beaucoup d'énergie, mais bon, après, ça a bien marché. Et après de tous les essais qu'on a fait, bon, on a vu que ça marche. Pour l'instant, ça marche. Mais on verra. C'est le premier jour, mais bon, on a de bons feelings pour ça. Quelques semaines plus tard, depuis ses bureaux du département Forel de l'Université de Genève, le professeur McGuinness confirme le bon feeling en question. Il en profite pour revenir sur les circonstances dans lesquelles le nouvel équipement a été posé à bord de Fleur de Passion. We had a chance encounter with one of the representatives of a greenhouse gas analyzer, Picarro, and we told them about our program, and they were very interested in helping out, so they have lent us
a new gas analyzer that also, in addition to measuring the carbon dioxide and methane, also measures their stable isotopes. This gives us a little bit of a fingerprint of where the methane is coming from. For example, if it's originating from the ocean or if it's originating from land. And we had our first results from the first weeks of operation, which look very, very promising so far. Ces résultats complémentaires fournis par le nouvel équipement viendront s'ajouter à ceux collectés dans le cadre du programme The Winds of Change, qui vise à mieux comprendre le rôle des océans dans la problématique du changement climatique. Since we launched the Winds of Change program aboard Fleur de Passion in Cebu, Philippines in December 2017, we have since collected 25,000 kilometers of data on our way to Dakar. In this way, Fleur de Passion with our equipment has traveled along very interesting sites scientifically, hugging the coastline and revealing hotspots of methane and carbon dioxide, as well as open oceanographic transects where we found very interesting results as well. The data that we're collecting aboard the Fleur de Passion, it's very unique. To our knowledge, no data like this, especially the methane measurements, exist. In recent years, the equipment has gotten less expensive and more portable. Now we're really collecting data in important areas where no other measurements have been taken so far. And these are very important regions if we really want to get an accurate handle of the sources and sinks of methane in the atmosphere and CO2, as well as for figuring out better the atmospheric budget for the years coming. The results we found have been very interesting, and I think we can sort of separate this into two categories. Firstly, running along the coastal areas, we can see these areas are very sensitive to inputs from the land through agricultural pollution that add to the methane and CO2 production in these zones. So it highlights that these are very sensitive hotspots of production, and how vulnerable these regions are. The biggest hotspots we find are always approaching areas where there's significant river inflow and significant development there in terms of population. We saw particularly high concentrations around Cebu in the Philippines, moderately in Singapore, and then of course more elevated when we got towards Madagascar, approaching Cape Town. Since Cape Town to Dakar, the values have typically been a lot lower, which may be evident to the local climate there being dry and arid. There's not as much input into the oceans than there are in those more tropical regions. Also surprising, we had several open ocean transects across the Indian Ocean and in the Atlantic off the coast of Africa. And there, conversely, we were surprised on how low the methane and carbon dioxide were. Our a priori estimates based on satellite data, we'd expected to have much higher concentrations there. So it showed that maybe that these areas are more unexpected sinks of these gases than previously thought, and it highlights the need for such data to be collected and more data to be collected to understand really where these sources and sinks are acting on the planet. This illustrates how much data are missing, or that the methods used, such as satellites, don't accurately capture the small scale outputs or inputs that may actually be occurring. So while these satellites are very valuable in producing this, data are needed to calibrate actual surface measurements with what they see. The whole Earth's atmospheric budget is estimated, in fact, by very few points around the globe. So it's important to get more data from more locations to build into this budget to better improve it. Depuis Dakar, en avril 2019, Fleur de Passion s'élance pour l'ultime traversée vers l'Europe et ses villes, d'où l'aventure a commencé 4 ans plus tôt. Par un clin d'œil de l'histoire, l'expédition s'apprête ainsi à clore son tour du monde, 500 ans exactement après le départ de Magellan, pour ce qui allait constituer le premier voyage autour du globe.